Bonjour à tous, bonjour messieurs. Alors, un petit mot pour les introduire. Au fond, dans l'absolu, qu'est-ce que c'est la censure? Alors, c'est l'arbitraire, point d'exclamation. A-t-on envie de répondre instinctivement, et sans doute à raison. C'est l'arbitraire politique, d'une censure politique, de dirigeants éventuellement politiques aussi. Mais est-ce vraiment cela à l'œuvre aujourd'hui? Certains y ont commencé à répondre. Est-ce cela à l'œuvre aujourd'hui en France en 2018? On peut plus ou moins en douter. Après tout, l'érosion du pouvoir politique depuis, un demi-siècle, depuis de nombreuses décennies, a aussi été accompagnée de l'érosion des capacités politiques, parmi lesquelles les moins souhaitables, comme la censure. C'est une question politique donc. Monsieur Geoffroy a utilisé l'expression de Moulac, qui était quand même assez heureuse. Et alors, la censure commerciale. La censure commerciale, c'est une question économique. Nous pourrions aussi parler d'autocensure, et donc le sujet deviendrait un sujet éthique. Donc tout ça, ce sont des questions essentielles, et Paulinia aime répondre aux questions essentielles avec combativité. Alors, la question qui se pose à nos invités, c'est comment combattre la censure, comment combattre les censeurs et les censures. La censure est multiforme, elle est politique, économique, commerciale, éthique, et pour la comprendre et la combattre, il me fallait plusieurs types de combattants, passés maîtres chacun avec leurs différentes armes. Alors, tout d'abord Claude Cholet, qui a donc fondé l'OGIM, l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique. À sa gauche, Martial Bill, que je pense tout le monde connaît ici, qui est rédacteur en chef de TV Liberté. Ensuite, Charles de Meyer, qui a fondé SOS Chrétien d'Orient, une petite ONG, et aussi qui dirige un libre journal sur Radio Courtoisie. Romain Espino, qui est porte-parole de Génération Identitaire depuis... voilà, des applaudissements mérités. Et Samuel Lafont, qui a fondé une association qui s'appelle Damoclès et qui combat d'une certaine manière aussi la censure, les censeurs, sur les réseaux sociaux, sur Internet au sens large. Bon, c'était rapide, mais vous le découvrirez plus largement leur action dans un instant, dans l'heure qui nous est accordée. Et je vais commencer par l'observateur de l'observateur, un observateur engagé, donc Claude Cholet, pour mieux cerner les enjeux qui ont déjà été abordés, mais essayons quand même un peu de les approfondir, pour approfondir les enjeux et les circonstances. Y a-t-il un micro pour Claude Cholet? Voilà, vous pouvez me répondre. Donc Claude Cholet, le micro est à vous. Comment analysez-vous rapidement le paysage médiatique, informationnel et les risques de censure? Alors, réponse en deux temps plus simple, c'est l'Observatoire du journalisme. Ce n'est plus l'Observatoire des journalistes, parce que je pense que les journalistes ont de moins en moins d'importance dans le paysage, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. D'abord, sur le paysage des médias, moi, ce qui me frappe, c'est la concentration. De plus en plus autour de grandes fortunes, que ce soit aux États-Unis. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a racheté le Washington Post. Il est possible qu'il rachète quelques autres. En France, le Tchèque Daniel Kretinsky a fait ses emplettes. Il a acheté Marianne. Il a acheté Elle en France et dans quelques autres pays. Il est en train de racheter un certain nombre de magazines de Lagardère. Et il vient de s'inviter au tour de table du Monde. Ce qui veut dire que pour les médias dominants, les médias que Slobodan Despot appelle les médias de grand chemin, ils sont de plus en plus dominés par des pouvoirs économiques. Bon, c'est un fait, c'est un constat. En ce qui concerne les censures, je parlerai de triangulation. La première et la plus efficace des censures, c'est la censure silencieuse, c'est l'autocensure. Les écoles de journalisme, qu'elles soient reconnues ou non, il y en a 14 qui sont reconnues, mais il y en a au moins une vingtaine ou 25 en plus, diplôment autour de 2000 étudiants par an, qui d'abord comme stagiaires, quasi gratuits, un premier stage, un deuxième, un troisième, puis comme pigistes, puis s'ils ont de la chance, ils enchaînent plusieurs CDD, avant d'atteindre, peut-être, mais ce n'est pas certain, le Graal du CDI. On comprendra facilement qu'un rédacteur en chef fasse comprendre aux nouvelles arrivées qu'il n'est pas quand même de son intérêt de lever trop la tête ou le menton
ou d'être trop indépendant. La deuxième censure, c'est celle de la loi, nous la connaissons. Hein, nous avons déjà les lois liberticides, Pleven et Guesso. Nous allons bénéficier, réjouissons-nous, de la nouvelle loi Infox Fake News, qui vient d'être repoussée il y a quelques jours par le Sénat, mais qui sera votée mardi prochain à la Chambre dans le cadre de l'omnibus entre le Sénat et la Chambre, et c'est la Chambre qui a le dernier mot. Et ça tombe bien, c'est quelques mois avant les élections européennes de l'année prochaine. La troisième forme, et c'est la plus récente, je pense qu'on y reviendra, c'est la pression de plus en plus grande des sociétés américaines qui dominent les réseaux sociaux. Ils partagent la même vision du monde, les mêmes intérêts, ils ne nous feront pas de cadeaux. Merci beaucoup pour ce premier début de réponse. Avant quand même de donner la parole, laissez le micro à Claude Cholet. Pour essayer de dynamiser, je pose une question supplémentaire. Avez-vous le sentiment que la censure empire depuis quelques années? Oui, mais on y reviendra. Oui, bien sûr. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a un nouvel acteur de la censure, qui sont les grands réseaux sociaux et les grandes sociétés américaines. On a eu un espace de liberté pendant une dizaine d'années. Maintenant, il n'y a pas de doute que les couperets commencent à se rassembler, à se rapprocher dangereusement. Donc, je suis moins optimiste que les autres, mais que les intervenants précédents, mais on y reviendra. Bon, justement, Martial, vous pouvez maintenant prendre le micro que vous méritez. Martial Bild, donc de TVL, je le rappelle. On l'a mentionné, TVL a eu une mésaventure avec les réseaux sociaux. Que pensez-vous, par exemple, là, Emmanuel Macron, Mark Zuckerberg se sont rencontrés la semaine dernière. Ils ont signé un appel de Paris pour que le gouvernement, l'exécutif français collaborent avec les GAFA, enfin en tout cas avec les grosses machines des réseaux sociaux aujourd'hui. Comment réagissez-vous à une telle nouvelle ? La réaction, c'est qu'on est assez fragile, puisque, je l'ai vu pour TV Liberté, l'ensemble de nos émissions étaient sur YouTube, c'est-à-dire 5000 émissions, représentant globalement 4700 heures d'enregistrement, et que pour 10 secondes d'images qui nous étaient reprochées, et que nous avons tout de suite supprimées, l'émission concernée a été coupée, puis notre chaîne a été coupée, puis l'ensemble de nos chaînes ont été coupées, y compris nos chaînes de test sur YouTube, y compris ma chaîne à moi, qui portait donc mon nom et pas celui de TV Liberté. Donc vous voyez que la censure s'est faite pour TV Liberté, puis pour tous ceux qui représentaient TV Liberté. Et en l'espace de 2 secondes, nous nous sommes retrouvés sans aucune émission et sans la possibilité de diffuser. Nous avons pris, ça a été un coup qui était bien évidemment, qui se voulait mortel, il ne faut pas se cacher, hein. Il était rude, il a été particulièrement rude, et si on n'avait pas eu à la fois une équipe de journalistes, j'allais dire particulièrement soudée, que je remercie, je félicite, et puis aussi, il faut dire, une communauté de donateurs, une communauté aussi soudée, 17 000 donateurs, aujourd'hui pour TV Liberté, nous n'aurions pas survécu à cette décision. Voilà ça. Nous avons, bien évidemment, et c'est là où je dis à Claude, il n'y a pas de souci. Il faut trouver la solution. Et la solution, elle existe tout le temps. Toujours. On s'est vu avec Jean-Yves, je crois vraiment dans les heures qui suivaient, puisque tu venais enregistrer immédiat. Et j'ai dit, ben voilà, on s'est dit, Jean-Yves m'a dit, ben il faut aller sur un truc Chintube, si ça se trouve. Et je lui ai répondu, ben on va aller sur Rutube, on va aller sur machin truc, sur machin tube, mais on trouvera bien quelque part. On s'est posé, et les téléspectateurs TV Liberté, ils ont été formidables. C'est que moi, je pensais que une fois qu'on avait coupé YouTube, ils allaient, comment dire, pas nous retrouver. Mais ils sont maintenant, ce sont des dissidents. Ça, c'est grâce à toi, Jean-Yves. Mais les gens sont des dissidents dans leur tête, sont des résistants. Je veux dire, ils savent qu'il se passe quelque chose de grave, ben ils cherchent avec nous, ils cherchent l'information, ils nous ont retrouvés. Et pendant que nous avons eu cette difficulté, eh bien, nous avons mis en place, et c'est vrai que ce sont des problèmes financiers lourds, mais nous avons mis en place nos propres serveurs, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nos émissions, elles sont protégées. Quoi qu'il arrive, elles sont protégées, et dès lors qu'elles sont protégées, eh bien, on va repartir sur toutes les plateformes vidéo, y compris YouTube. On reviendra sur toutes, sans exception. Et puis, ça sera un combat, parce que c'est un combat. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. Alors, il faut vraiment qu'on se mette dans la tête qu'aujourd'hui, la position de TV Liberté, c'est celle d'un combat de boxe. Donc, on a bien compris qu'on prend des coups. Mais on a aussi le droit d'en donner des coups. On a aussi le droit d'en donner. Et moi, je ne veux pas gagner au point, je veux gagner par KO.
Et on va s'en donner les moyens. Alors qui... Mais alors, question supplémentaire, qui se prendra votre uppercut, Martial? Le carré maléfique. Ce que j'appelle le carré maléfique. Vous savez, il y a des carrés magiques dans la vie. Ça, c'est parfait. Grand désaccord entre Claude et Martial, entre la triangulation et le carré. Oui, entre le carré maléfique, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que les termes technocratiques de Claude. Mais c'est d'un côté, et il a raison, les écoles de journalisme, elles formatent. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de journalisme pour être un bon journaliste. C'est Jean Madiran qui me l'a dit il y a 30 ans dans les locaux du journal Présent. Je l'ai cru, moi je suis journaliste. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. Et deuxièmement, on vient de me refuser ma carte de presse. Comme quoi. TV Liberté, c'est un combat. C'est un combat. Deuxième chose, donc ça, la formatage par les écoles de journalisme. Deuxièmement, le rôle du CSA. Ça, c'est un machin qui est richement doté, on le sait, de dirigeants auto-désignés. Michel en parlait, notre camarade en parlait aussi. Il étend sans cesse son contrôle. Là, il s'est auto-proclamé capable de faire sa propre police. Donc ils se sont réunis, ils ont pondu un texte en disant ce qui serait bien, c'est qu'on poursuit les gens, mais pour les poursuivre, il nous faudrait une police. Donc on avait une police de la pensée, on aura la police du CSA, tout ça avec notre ami Schramek, qui gagne, je crois, je vais vous dire ça. Ah non, ça c'est le chiffre officiel, c'est 15 727 € bruts. Mais après, 21 000 pour le président, sans compter, bien évidemment, la voiture, le chauffeur, les repas, l'appartement parisien, les primes, etc., etc. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, je vais vous embêter, je prends le temps sur tout le monde. Le CSA, quand vous êtes membre du CSA, eh bien, quand vous quittez le CSA, vous pouvez toucher encore vos rémunérations pendant 1 an. Nous, on est tous travailleurs ici, hein. Allez demander à votre employeur pendant 1 an de continuer à toucher son salaire. Ben, quand on est membre du CSA, c'est possible. Donc CSA, école de journalisme, les annonceurs et l'État. Eh bien ça sera ma vraie question aujourd'hui, c'est lutter contre la censure, c'est s'en prendre à ceux qui l'instituent. Or, il y a 2 choses que je vais dire très rapidement. Les annonceurs, c'est-à-dire ceux qui pèsent sur les décisions, c'est-à-dire les oligarques, car ceux qui sont les propriétaires des journaux sont aussi ceux qui sont les annonceurs. Regardez Bernard Arnault, il est propriétaire du Parisien et annonceur LVMH partout en France. Donc il est double décideur. Vous savez, vous, parce que vous êtes père de famille, que la seule chose qui ne soit pas soumise à des ressources, c'est la petite allocation familiale. Toutes les aides sociales sont soumises à un coefficient de ressources, selon les ressources qu'on a. Eh bien, quand on est oligarque et qu'on a un titre de presse, eh bien, on touche comme les autres. Si vous êtes le directeur de Présent, vous touchez un tout petit peu, alors que le journal est pauvre. Et quand je dis pauvre, c'est quasiment faire croire qu'il est riche. Eh bien, par contre, quand vous êtes Bernard Arnault, eh bien, vous recevez la même somme. Donc, il y a une décision qui est très simple. On ne donne pas à ceux qui ont du fric. Voilà, ça c'est la première chose. Donc le Parisien et ses 12 millions d'euros, on arrête, soit Bernard Arnault est capable de le financer, et il sert à ça, soit il n'est pas capable de le financer, eh bien le Parisien il fera comme les autres, il fera comme moi, il cherchera de l'argent, il cherchera des téléspectateurs ou des lecteurs, et puis il trouvera le fric. Et s'il trouve pas le fric, eh bien c'est qu'il est cliniquement mort. Et s'il est cliniquement mort, comme ils veulent l'euthanasie, eh bien qu'il meurt et dans la dignité. Allez hop, voilà. Et puis le dernier point, c'est l'État, c'est l'État, et ça, c'est incroyable, parce qu'on voyait tous ceux qui sont interdits à la télévision. Ils sont des centaines, des milliers interdits à la télévision, alors que nous sommes avec notre pognon. C'est les 3,7 milliards de l'État pour l'audiovisuel, c'est notre argent à nous. Or, on n'a pas le droit d'être représenté. Il y a 50-60% des Français qui ne sont pas représentés, alors qu'on paie 138 € par an pour essayer de financer cette merde. Alors moi je dis que quand on n'est pas capable de réagir à cela, les 138 €, il faut les donner à TV Liberté, bon sang, et il ne faut pas les donner aux autres. Voilà, bah c'est mon propos. Voilà, je vous ai tout dit. Bon, Martial aura au moins chauffé la salle. Charles Lemeyer, justement, vous avez, comme je le disais, un journal sur Radio Campus, vous avez créé une association. Et pour cette association, vous avez aussi été ciblé plusieurs fois par certaines personnes que je vous laisse le soin de nommer. Que s'est-il passé avec votre association plusieurs fois? Alors, SOS Chrétien d'Orient intervient sur un sujet très particulier de notre pays, puisque c'est sa politique étrangère.
Et comme vous le savez, la politique étrangère de la France est un domaine réservé, un domaine qui a été pendant très longtemps celui qui était maîtrisé par nos différents présidents de la République. SOS Chrétiens d'Orient était gênant puisque nous permettions, ça représente à peu près 3 millions de courriers envoyés par an, SOS Chrétiens d'Orient. Nous avions repris la phrase de Laurent Fabius expliquant, je cite, que Jamaat al-Nosra faisait du bon boulot. Depuis lors, notre ancien ministre des Affaires étrangères nous a expliqué à quel point cette phrase était plus compliquée qu'on ne le croyait, que c'était une analyse géopolitique fine. Vous mesurez les propos, on ne sent pas la finesse. Sauf que quand on envoie 1 million de courriers en France en expliquant que le ministre des Affaires étrangères soutient Al-Qaïda, évidemment, ça déplaît au pouvoir. Et à partir de ce moment-là, on a été largement attaqué. Le deuxième sujet, c'est qu'on a permis, notamment grâce aux réseaux sociaux, de révéler ce qui se passait sur le terrain en Syrie et en Irak. Et ce qui se passait sur le terrain était largement différent que ce qu'on nous racontait dans les journaux français. Vous pouvez faire un exercice pédagogique très simple de réinformation tous. Allez dans les pages internationales du Monde et du Figaro et regardez d'où sont signés les articles sur la Syrie. De Beyrouth et d'Amman. Vous n'êtes peut-être pas grand connaisseur du Levant, mais Beyrouth ne se situe pas en Syrie et Amman non plus. Ça prouve bien que nos journalistes écrivent depuis l'étranger et surtout ils écrivent sur des choses qu'ils ne voient pas. Un correspondant de presse à l'étranger en France, 9 fois sur 10, il y a quelques personnes qui font très bien leur boulot, mais 9 fois sur 10, il passe par l'ambassade de France du pays concerné pour obtenir son logement, ce qu'on appelle ses fixeurs, donc les personnes qui vont lui présenter le pays, et ses réseaux d'interprétation. Comment voulez-vous avoir une opinion indépendante du pouvoir si vous demandez à l'ambassade de France de vous loger, de vous nourrir, de vous blanchir et de vous conduire quand vous êtes au Proche-Orient? Évidemment, c'est absolument hallucinant. Et il y a eu un troisième type d'attaque, c'était des attaques de gens qui étaient étonnés de ce que nous faisions. Des gens qui venaient de milieux catholiques ou politiques proches des nôtres. Ils étaient étonnés à cause d'une chose, c'était la manière dont nous parlions, le lexique que nous utilisions. Le fait que nous transcrivions les témoignages que nous recevions au Proche-Orient, où on nous expliquait que la convivialité, le fait de vivre parfaitement en harmonie avec l'ensemble des autres populations en Orient, c'était un sujet d'universitaire français, mais sur le terrain, quand on est un mécanicien chrétien au fin fond d'Erbil, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Et ça, c'était particulièrement dérangeant. Donc je dirais que nos attaques sont venues de deux canaux différents. Le premier, c'est le canal officiel, et c'est la grande force d'Internet et des réseaux sociaux que de nous permettre d'intervenir jusque sur des politiques aussi difficiles, aussi délicates que les politiques étrangères. Et le deuxième, c'est le fait que, bon an mal an, le monde catholique institutionnel a dû accepter que nous avons envoyé au Proche-Orient 1500 jeunes en 5 ans. On fait donc partie, officiellement, des organes qui recrutons le plus dans la jeunesse catholique et militante en France. Et ça nous impose comme un acteur. C'est un fait objectif et tout le monde est obligé de composer avec cela. Il y a des gens, notamment au sein de l'Église catholique, qui auraient bien voulu que ça n'arrive jamais. Charles Demeyer, merci beaucoup. Nous allons revenir justement après sur les solutions que vous avez, les stratégies que vous avez mises en œuvre pour répondre justement à ces attaques. Nous allons passer à Romain Espino, qui a eu droit à quelques applaudissements déjà, pour des raisons qu'il va maintenant évoquer après les applaudissements, puisque Romain, vous avez été attaqué non seulement ad personam, mais surtout ad personam, mais en raison de votre engagement pour Génération Identitaire. Pourquoi les deux raisons? Oui, alors déjà, merci pour cette invitation. On se sent particulièrement concerné par le sujet qui est abordé, puisque je pense que Génération Identitaire détient un record dont on se serait bien passé. C'est le nombre de fermetures de plateformes, réseaux sociaux et plateformes de paiement, qui nous ont recalés. Je pourrais citer la fermeture massive de comptes Twitter, la fermeture massive des pages Facebook, la fermeture de comptes Instagram. On a aussi été recalé par ePay, PayPal, Stripe, et également notre compte en banque a été fermé, donc on a dû trouver une nouvelle banque. Donc c'est quelque chose auquel on se serait bien passé, mais
on trouve aussi des solutions de par notre action. Et voilà, on donnera les solutions peut-être dans la question suivante. Et puis aussi, effectivement, à titre personnel, puisque j'ai été victime d'un certain harcèlement de tous ces gens bien pensants sur mon lieu de travail. Et donc, j'ai dû revoir mon orientation professionnelle. Mais bon, ils m'ont donné la chance aujourd'hui de me consacrer à plein temps à Génération Identitaire. Et donc, je leur dirais plutôt merci. Petite question pour préciser justement les modalités de cette censure. Vous dites que des comptes, par exemple Twitter, ont été supprimés. Quelque chose qui est assez notable sur les réseaux sociaux, c'est que les militants de Génération Identitaire souvent ne se cachent pas. Ils utilisent à la fois leur photo de personnel et leur nom propre. Comment un réseau social comme Twitter peut-il censurer des personnes ainsi? Alors, quelle est la justification? Oui, il y a une justification, la justification tarte à la crème, qui est le contenu proposé ne correspond pas au contenu accepté par la société en question, par Twitter, par Facebook. C'est un peu l'argument tarte à la crème, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Pour vous donner l'exemple de Facebook, parce que Facebook, c'est la plateforme la plus virulente en termes de censure. Facebook, c'est vous partagez de l'information de Génération Identitaire, votre post est automatiquement, quasiment tout le temps, supprimé. On a eu beaucoup de messages de gens qui nous ont dit écoutez, j'ai essayé de relayer votre information et dans l'heure qui suit, le post a été supprimé. Moi-même, l'intégralité de mes posts a été à chaque fois supprimée et j'ai été banni, alors première fois 15 jours, deuxième fois 30 jours, etc. Puis bientôt ce sera le bannissement définitif de Facebook. C'est comme ça que ça marche. Et puis surtout, effectivement, ce sont des entreprises privées, donc elles se cachent derrière le fait que elles ont le droit d'appliquer les règles qu'elles veulent, ce sont des entreprises privées, etc. Mais il y a quand même une question qui se pose, une question morale, c'est que ces entreprises ont déjà le monopole et en plus elles étouffent toute concurrence autour d'elles. Donc comment, quand vous êtes le seul à pouvoir diffuser l'information, vous n'avez pas ce devoir moral de dire il faut que toutes les opinions puissent s'exprimer. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il faut savoir que c'est peut-être des entreprises privées, mais, et on en a parlé tout à l'heure au début, l'État collabore à cette censure. Au lendemain de notre action dans les Alpes, le préfet, monsieur Potier de la DILCRA, c'est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT. Il y aura peut-être d'autres choses après qui vont arriver, se félicitait de par la collaboration de cette instance gouvernementale avec Facebook, de la fermeture de l'ensemble de nos pages Facebook, du jour au lendemain, sans justification. On a vu, ça a été dit aussi, que Emmanuel Macron se dirige vers une véritable collaboration avec Facebook pour censurer les propos à caractère haineux. Je vous rassure, ils ne parleront jamais du racisme anti-blanc ou de la haine des Français. Jamais. On a différentes choses. Facebook aussi, je lisais, va se pencher sur la modération, pour dire poliment, mais en fait la censure de tout propos à caractère sensationnaliste. Modérer ça, ça veut dire que, par exemple, si on prend cette histoire que vous avez dû tous voir de la professeure qui s'est fait braquer par son élève par une arme à feu, eh bien ça, personne n'aurait été au courant, parce que c'est sensationnaliste. Et pour eux, eh bien, si on cache l'information, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Alors nous allons continuer justement sur la question des réseaux sociaux, puisque évidemment ça a déjà été mentionné un peu avant, je crois que c'était par M. Geoffroy. Au début, les réseaux sociaux, c'était la porte, c'était un nouveau moyen pour exprimer des nouvelles opinions. Et maintenant, on sent que ça devient de plus en plus difficile. Et Samuel Lafont en sait quelque chose, puisque Damoclès, son organisation, agit principalement sur les réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être si nombreux aujourd'hui. Alors, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous présenter rapidement Damoclès. Donc, Damoclès est un média en ligne. On fait trois choses. On enquête, on informe et on mobilise. Ce troisième mot est important, parce que c'est celui sur lequel j'aimerais terminer mon intervention. C'est l'importance de la mobilisation et de rester mobilisé. Mobilisé soit dans la rue, physiquement, comme l'ont fait les Gilets jaunes aujourd'hui, qui, je tiens à le souligner, au début, étaient dénombrés comme seulement quelques milliers. À la mi-journée, on apprenait qu'ils étaient officiellement 124 000. Et on verra certainement à la fin de cette journée, ce soir,
qu'ils ont été très nombreux, qu'ils ont rassemblé des Français de toutes catégories sociales et de l'ensemble du pays, ce qui est un mouvement sans précédent depuis des années, quand bien même le gouvernement essaie de le limiter. Alors, sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a de la censure. De plus en plus, Facebook contrôle ce qui est publié. Mais je partage assez le message d'espoir qui a été diffusé par nos prédécesseurs, les intervenants précédents, parce que finalement, via l'intelligence d'esprit et humaine, on peut lutter facilement contre les robots, les algorithmes, et faire passer la vérité. J'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on se rende compte que en quelques années, beaucoup de choses ont changé. Je suis comme vous, j'aimerais que le système actuel tombe, que on prenne le pouvoir rapidement, comme ça a été fait, comme dans d'autres pays, en fait, d'autres pays qui nous entourent, les peuples ont pu prendre le pouvoir, ont pu déjouer les pronostics. Je vous rappelle que Donald Trump, un an avant son élection, était à 1% dans les sondages. 1% dans les sondages. Un an avant l'élection. Et il a fait des meetings qui ont très bien marché, il a parlé à l'ensemble des Américains directement, il leur a fait prendre conscience qu'ils sont libres de voter pour ceux pour qui ils veulent voter. Et en fait, on peut changer les choses. Prise de recul, je disais donc, parce que, est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo d'un jeune qui était agressé dans un bus, un jeune de Sciences Po qui était agressé dans un bus de nuit à Paris, dans un octilien, il y a quelques années, par des racailles. 2009. Et qui se faisait prendre son portefeuille notamment, et tabasser. Et en fait, cette vidéo est sortie en avril 2009. C'est-à-dire qu'il y a moins de 10 ans. Et à l'époque, ça c'était sur le site F2 Souche, ça avait fait un tollé. Beaucoup de gens se rendaient compte de ce qui se passait véritablement dans le pays, ou étaient obligés de se rendre compte de ce qui se passait dans le pays. Et en fait, en moins de 10 ans, maintenant, on a accès à beaucoup plus d'informations. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on voit une nouvelle vidéo d'agression. Alors c'est grave, ça veut dire, et on le savait, Laurent Burton en a parlé dans La France Orange Mécanique, dans La France Interdite, on savait les conséquences de l'immigration et l'explosion de l'insécurité, mais là les Français peuvent le voir. Et c'est ça qu'il faut avoir toujours à l'esprit, c'est que de plus en plus de Français, où qu'ils soient, peuvent voir la réalité, quand bien même elle n'est pas directement à côté de chez eux. C'est-à-dire que quand ça arrive dans des grandes villes, parce que même si ça se développe de plus en plus dans les petites villes et même dans les villages, l'insécurité au quotidien, tout le monde aujourd'hui en France peut en être conscient. Ce que je vous invite à faire sur Internet de manière générale, c'est de toujours partager l'information. Parce que c'est bien d'être nous-mêmes informés de ce qui se passe, de prendre conscience des réalités du pays, mais le plus important à mon sens, et dans le système démocratique actuel, dans lequel une voix égale une voix, donc il faut mobiliser un maximum de gens pour voter pour les bons candidats, et également pour, à mon avis, permettre à chacun de prendre davantage conscience de ce qui se passe. Ce qu'il faut, c'est partager l'information. C'est-à-dire que quand vous voyez un article qui vous plaît, quand vous entendez parler de quelque chose qui est important pour vous, vous envoyez des SMS, vous écrivez sur des groupes WhatsApp, vous écrivez sur des groupes Telegram, vous transférez les emails, très important de transférer les emails, et vous partagez évidemment sur Facebook et sur Twitter. S'arrêter ? Non, c'est bon. Je terminerai là, cette première prise de parole là-dessus. De l'espoir d'abord, et rester mobilisé. Surtout rester mobilisé. J'ai envie de dire que les plus jeunes aujourd'hui dans le pays en ont assez du politiquement correct. Je parle des gens qui ont entre 13 et 20 ans. Ils sont nés avec Internet. Ils ne subissent plus systématiquement le seul discours de l'éducation nationale. Ils peuvent accéder à plein de vidéos sur YouTube qui ne coûtent rien à mettre en ligne. Et on le voit, ils savent très bien ce qui se passe dans le pays. Ils sont conscients de l'insécurité, ils sont conscients des problèmes liés à l'immigration. Et ils sont prêts à se battre. Donc il ne faut pas les lâcher, il faut les soutenir pour que la France soit plus belle demain. Donc Samuel Lafont, vous êtes très optimiste. Là, la rencontre entre Macron et Zuckerberg, ça vous fait pas plus peur que ça? Je pense, comme ça a été dit auparavant, qu'en fait ils essaient de mettre des rustines pour limiter les prises de parole et la liberté d'expression. Mais effectivement, il y a du contenu qui est supprimé. Mais les actions sensationnelles qui ont pu être menées, par exemple l'action de Defend Europe dans les Alpes, eh bien elle est reprise systématiquement par l'ensemble des médias. Quand vous faites quelque chose qui est marquant, quand vous diffusez, ça c'est important, quand vous diffusez quelque chose qui est sensationnel et qui est obligé de frapper l'esprit, les grands médias se battent pour le diffuser parce qu'ils ont aussi un intérêt. Je m'explique. On parlait du Parisien tout à l'heure. Vous avez le Parisien, prenez le Parisien, le Figaro, Le Monde et Libération par exemple. On en prend 4. Et bien quand une information sort,
ils vont se jeter dessus pour être les premiers à la publier, parce que s'ils la publient en premier, ils seront mieux référencés, ils auront plus de clics. Pour ceux qui bénéficient de la mise en avant par Apple sur l'iPhone, ils seront dans les news, dans les infos d'Apple. Et donc, ils seront beaucoup plus vus, ils auront plus de clics, du coup, ils gagneront de l'argent par les publicitaires. Et pourquoi c'est essentiel ? C'est parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas, il n'y avait pas cette course des grands médias à saisir directement l'information. Ils se sont sentis dépassés, en fait, rapidement par Twitter. Et ils ont notamment, quand il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, l'amérissage d'un avion aux États-Unis, un pilote qui avait posé un avion sur un fleuve. Et en fait, l'information était très largement diffusée sur Twitter avant d'être reprise par les grands médias. Ils avaient tardé à la reprendre. Et bien maintenant, les grands médias sont très pressés de reprendre des informations. Et donc, ils vont être, quand bien même une information ne leur plaît pas, s'ils savent, s'ils sentent que l'ensemble du pays va en parler, ils vont en parler. Donc voilà, c'est pour modérer un petit peu. Il y a une censure qui est de plus en plus forte, mais en même temps, il y a des intérêts qui peuvent être paradoxaux, en même temps qu'on ne voit pas directement, qui poussent certains à reprendre nos informations et la vérité. Et aussi pour imposer leur propre, pardonnez-moi l'anglicisme, mais leur propre storytelling. C'est aussi une manière de... C'est vrai, c'est important d'ailleurs, merci de parler de ça, parce que c'est important de poser nos mots, d'imposer nos expressions, de ne pas reprendre les expressions des adversaires, parce que eux essaient de le faire systématiquement, eux essaient de rappeler certains événements. Par exemple, aujourd'hui, tout de suite, la première information qui était prise par les grands médias, c'était d'expliquer qu'il y avait eu quelqu'un qui était mort dans la mobilisation des Gilets jaunes. Sauf qu'on n'expliquait pas trop comment la personne était morte. En expliquant, on pouvait ces médias-là pouvaient laisser entendre que c'était à cause des Gilets jaunes que la personne était morte. Donc c'est vrai que c'est important d'imposer nos termes. Et en fait, c'est plus facile que ce qu'on pense. Je vais vous donner un petit exemple personnel. Il y a quelques années, je travaillais dans une association qui s'appelle Contribuables Associés. Et on avait fait une campagne contre des parlementaires, en fait, qui s'étaient voté un avantage un peu discrètement, un gros avantage. On ne savait pas comment appeler cet avantage-là, et on l'avait appelé parachute doré des élus. Voilà, parce qu'on savait que parachute doré, ça allait plaire aux médias, entre guillemets, mainstream, comme on dit, les grands médias. Et donc on a appelé ça parachute doré des élus. Ils ont tous repris en cœur l'expression parachute doré des élus, qui sortait de nulle part et qu'on avait inventé sur le bord d'une table en 10 minutes. Voilà, donc on peut imposer nos termes, et surtout, il faut toujours réfléchir, c'est pas moi qui l'ai dit, ça on le dit depuis début du XXe siècle, réfléchissez systématiquement quand vous voyez une expression écrite dans un journal papier ou sur Internet, est-ce qu'elle n'est pas connotée, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? On a vu tout le combat qu'il y a eu sur les termes de migrants, de clandestins, etc. Toujours vous poser la question, est-ce que quand j'utilise le mot, ça ne veut pas dire quelque chose implicitement? Allez, un exemple très rapide, et après on passe à la suite. Eh bien, typiquement sur les migrants, le but au début de la gauche et de l'extrême gauche. Donc les réfugiés climatiques. Voilà, ils appellent ça les réfugiés climatiques. Au début, ils expliquaient, ils voulaient qu'on utilise migrants plutôt que clandestins, quand bien même c'était des clandestins, car migrants, ça permettait de faire un amalgame positif entre les demandeurs d'asile, les vrais réfugiés, entre guillemets les vrais réfugiés et les clandestins. Et en fait, ils se sont rendus que les médias sont obligés de se rendre compte maintenant que le terme migrant lui-même est devenu négatif. Donc ils ont inventé les réfugiés climatiques. Maintenant, demain, ce sera réfugié d'autre chose. Voilà, là, ils sont en train de perdre sur les termes. En fait, c'est nous qui sommes en train de gagner. Il faut se féliciter de ça. Donc vous l'avez. Oui, vous pouvez applaudir Samuel Lafont. Donc vous l'avez compris, nos 5 invités ont subi à différents degrés, de différentes manières, des mises à l'index, ils ont été bâillonnés, mais nous avons déjà commencé à aborder des solutions, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont trouvé des failles où s'engouffrer. Samuel Lafont parle de migrants, ça me fait penser à Romain Espino. Pas moi personnellement. Non, bien sûr. Donc vous avez subi donc les censures, comme nous l'avons compris, après l'opération dans les Alpes, sur Facebook, sur Twitter. Vous évoquez une censure privée. Y a-t-il des recours contre une censure privée? Comment répondre à la censure privée en l'occurrence? Alors, vous faites allusion donc à mon cas personnel, c'est ça? Ah bon, on peut répondre à 2 échelles, sur vous, Romain Espino, et plus largement Génération Identitaire. Je pense que les deux donc en fait, dans les 2 cas, parce que sur cette censure, moi par exemple, je m'appelle vraiment Romain Espino, et donc j'œuvre sous ce nom-là. J'ai dû, auprès par exemple de Twitter et de Facebook, justifier de mon identité, transmettre ma carte d'identité, faire ce genre de choses-là, ce qui m'a permis de récupérer, moi, contrairement à d'autres militants, certains de mes comptes réseaux sociaux. Après, effectivement, Facebook propose des modalités d'appel quand il décide de censurer un contenu. Le problème, c'est que ça n'aboutit pas vraiment, parce que les gens qui ont programmé ces robots
qui sont censés faire la censure, bah, ce sont les mêmes gens qui ensuite vont juger si le contenu est bon ou pas. Donc en fait, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que forcément, ce sera pas bon puisque c'est déjà eux qui ont décidé que ce contenu n'était pas bon. Donc la modalité d'appel est très limitée. Il reste ensuite la voie classique judiciaire. Nous avons personnellement attaqué Facebook en justice. Le procès aura lieu la semaine prochaine. Et donc, on a décidé à chaque fois, aller au plus loin des procédures possibles pour montrer qu'on ne se laisse pas faire, parce que je pense que montrer justement un système qui est très bien organisé, qu'en face il y a un autre système organisé qui est prêt à aller jusqu'au bout, et ben déjà ça les met mal à l'aise. Donc une décision de justice génération identitaire contre Facebook à venir, à surveiller donc. Nous allons continuer un peu, mais j'aimerais poser une question que nous avons vaguement mentionnée, c'est celle de l'anonymat. Vous tous, vous êtes sous votre propre nom. Bon, Germaine, répondez en premier. Pourquoi avoir choisi de vous appeler Germaine en public? Tout le monde est sous son vrai nom, bien évidemment. Non, parce que c'est un débat qui court, et c'est une question qui s'impose à titre personnel. Non, je trouve que c'est l'honnêteté. Moi, j'ai là-dessus, Claude, vas-y, mais non, moi, je prends tout le temps la parole, donc à toi. Non, je pense que c'est l'honnêteté. Deuxièmement, j'ai jamais pensé un instant, c'est vrai que moi j'ai fait plusieurs vies, avant de faire celle-ci, j'ai jamais pensé un instant qu'il fallait cacher ce que je suis, ce que je pense. J'ai toujours avancé avec mon étendard. Le monsieur pour qui je travaillais disait tout le temps, il faut sortir avec son drapeau. Moi je suis toujours sorti avec mon drapeau. Et puis il disait que quand le drapeau était tombé dans le caniveau, il fallait se précipiter pour le rattraper. Bon, alors je me suis toujours précipité pour rattraper le drapeau quand il était dans le caniveau. Claude Cholet. Réponse sous forme de balancement circonspect. Je suis sous mon vrai nom, donc c'est pas, même si j'ai peut-être d'autres pseudos, mais enfin sur l'Observatoire journaliste, je suis sous mon vrai nom. Sur l'Observatoire, les articles ne sont pas signés. Alors quand on me pose la question pourquoi, je réponds, c'est comme dans The Economist, que vous connaissez peut-être, les articles entraînent la responsabilité directeur de la publication, c'est moi, donc c'est moi qui vais en prison s'il y a un souci. Mais au fond, la vraie raison, c'est que parmi nos rédacteurs, nous avons un certain nombre d'étudiants en journalisme, et même de journalistes, qui sont en place, et que je dirais que ça pourrait leur poser quand même un certain nombre de soucis s'ils publiaient sous leur propre nom. Donc je leur sers d'ombrelle ou de paravent, comme vous voudrez. Et moi, je peux faire un témoignage double là-dessus. Quelle est aussi la politique dans votre association sur ce problème-là? Alors, la politique de notre association, c'est de recruter des jeunes gens capables. Donc, on envoie des jeunes gens sur le terrain entre 25 et 35 ans pour aider les chrétiens d'Orient. Non. Le SOS Chrétien d'Orient, c'est une association qui envoie des jeunes gens vivre au milieu des populations chrétiennes et qui vise à répondre à leurs besoins de trois manières. L'humanitaire classique, Kouchner, sac de riz. La restauration du lien social, c'est-à-dire qu'on est face à des populations qui sont soit déplacées, soit exilées et qui ont donc subi toute une série de traumatismes qui vont de l'exposition à des horreurs ou de la simple déchéance sociale. Et le troisième, c'est faire des projets symboliques pour leur permettre de s'enraciner sur la terre de leur père et ne pas choisir la solution de facilité qui est l'émigration en Europe. Libération nous a régulièrement attaqué du fait de l'origine politique de nos employés. On a toujours eu une double réponse. La première, c'est que moi je recrute des compétences et des capacités. Je recrute pas des opinions politiques. Et je vous encourage tous à forcer ceux de vos amis qui participent à la discrimination à l'embauche, s'ils n'ont pas le courage de la dénoncer directement devant les tribunaux, au moins de l'envoyer à la presse. Je compte 10 à 15 demandes par an de camarades qui payent des associations, des structures de réputation numérique pour pouvoir essayer d'être employés par la suite. Donc les censeurs arrivent à les persécuter, et en plus, ils arrivent à être rémunérés sur cette persécution, puisque effacer un certain nombre de contenus sur le web, ça coûte des milliers et des milliers d'euros. C'est illégal
de discriminer à l'embauche du fait des opinions politiques, et ça ne tient que parce que personne n'envoie l'information. Envoyez-la à valeur actuelle, Minute, TV Liberté, Présent, qui vous voudrez, ils se feront une joie, j'en suis sûr, de partager cette information et de forcer les tribunaux à agir. Deuxième sujet sur l'anonymat, SOS Chrétiens d'Orient est une association humanitaire. On représente aujourd'hui 9 millions d'euros à peu près de dons et 1500 jeunes envoyés au Proche-Orient. Si on aidait, je sais pas moi, les cigognes au Pérou, on serait sur Canal+ tout le temps, parce qu'on est très jeune, on fait quelque chose qui a un succès important, entrepreneurial, on sait très bien qu'on n'y sera pas. En revanche, on ne fait pas quelque chose qui, comme mes camarades ici présents, est très violent ou très intense en termes de représentation symbolique pour les puissances dominantes. Donc pour nous, l'anonymat n'est même pas une question. Ce que je veux dire sur le registre politique, en revanche, c'est que l'anonymat peut avoir un intérêt du fait de la persécution que subissent un certain nombre de journalistes et de penseurs. Moi, j'ai recruté des gens qui avaient été eux-mêmes virés de leur boulot, persécutés, interdits de presse à cause de leurs opinions. Et dans ce cadre-là, évidemment, on peut le comprendre. La seule question qu'il faut poser, c'est pourquoi la grande solidarité confraternelle des journalistes ne fonctionne pas et pourquoi ils ne reçoivent pas le soutien de leurs camarades du Monde, du Figaro, de Marianne, qui sont si attachés à la liberté d'expression. Je rappelle que ça existait en France. Une seconde. Il y a quelques dizaines d'années, quand le contributeur de l'Action française pour la politique parlementaire était malade, celui de l'Humanité venait l'aider. C'était il y a 70 ans. Aujourd'hui, c'est évidemment inimaginable, mais ça montre bien qu'en termes d'intelligence collective, d'intelligence nationale et de respect de ses propres corporations, on est en pleine déchéance intellectuelle et morale. Déchéance, mais quand même. Dans quelle faille exactement? Allez-y, monsieur Combaz. Il y a une phrase qu'il vient de dire. J'ai été viré du Figaro sous les yeux de Natacha Polony, qui n'a pas bronché. Tout le monde a entendu, même au fond? Bon, Natacha Polony qui n'a pas bronché. Bon. Dans quelle faille pouvons-nous exactement nous faufiler pour briser cette censure? Quand je parle avec Claude en privé, il m'évoque souvent le professionnalisme. Est-ce la première exigence pour se faufiler, justement? Oui, je crois que Samuel Lafont a dit il faut diffuser. Bon, avant de diffuser, il faut produire. La vraie réponse, c'est nous devons produire. Produire des textes de qualité, produire des vidéos de qualité, produire une information, vous pouvez l'appeler contre-information ou réinformation. Moi, je l'appelle information tout court de qualité. Bon, contrairement à d'autres sites internet, nous ne sommes pas un site qui agglomère des informations, nous sommes un site qui produit des informations. C'est-à-dire que tous les jours, il y a 2 articles originaux qui peuvent être soit des portraits de journalistes, soit des dossiers, soit des brèves sur les nouvelles économiques de la presse. Bon, et en 6 ans, on a dû en produire quand même entre 3000 et 3500. Et nous essayons, autant que possible, non pas d'être objectif, parce que je voudrais, une fois pour toutes, tordre le cou au canard de l'objectivité. L'objectivité, ça n'existe pas. Hein. Nous sommes tous subjectifs, et les journalistes sont aussi subjectifs, et c'est pas une chose qu'on peut leur reprocher. Par contre, nous essayons de le faire d'une manière honnête, avec la bonne distance. Nous ne sommes pas un organe militant, hein, nous sommes un observatoire. On peut de temps en temps se permettre d'être un peu ironique et d'avoir la dent acérée quand c'est nécessaire. Mais je crois que la première condition, c'est la qualité, tout simplement. Et la qualité, ça demande du travail. Samuel Lafont veut intervenir justement sur l'exigence de qualité. Je suis d'accord avec Claude Cholet sur le fait que il faut en plus de partager, produire. Quand je dis partager, c'est parce qu'on peut avoir tendance à garder l'information pour soi et être sachant par rapport aux autres, alors que l'intérêt, c'est à mon sens, c'est qu'un maximum de Français connaissent l'information. Effectivement, il faut qu'on commence on a déjà fait depuis quelques années, mais qu'on le fasse de plus en plus, à créer du contenu. Par exemple, et ça marche. Je vais vous donner des preuves concrètes.
Chez Damoclès, on a fait, je vais vous donner 3 exemples d'articles. On a fait un article récemment sur Clément Viktorovitch. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Voilà, donc qui intervient sur CNews, qui s'en est pris vertement à Charlotte Dornelas, qui a essayé de résister à Éric Zemmour, mais de manière assez ridicule, qui a agressé, on peut le dire sur le plateau, Yvan Ruffol, en fait, qui essaie de s'en prendre systématiquement à toutes les personnalités, entre guillemets, de droite au sens large. Et donc on a fait un article, vérité sur Clément Viktorovitch, après que Jean-Yves Le Gallou d'ailleurs avait déjà rappelé dans Immédiat la vérité sur ce personnage. Et en fait, il faut simplement montrer les faits. Donc nous, on a montré que Clément Viktorovitch mentait éhontément à la télé sur l'immigration, qu'il s'était trompé sur l'islam plusieurs fois, qu'il était lâche vis-à-vis du terrorisme islamique. Et ça, il faut le dire. C'est-à-dire que non seulement il faut le penser, mais il faut l'écrire noir sur blanc et le mettre sur Internet avec le nom de la personne et désigner du doigt cette personne. Et ça a fonctionné. Je vous parlais d'autres articles. On a fait 2 autres articles sur les principaux défenseurs, avocats défenseurs des djihadistes. 2 militants socialistes de fait qui sont déguisés en avocats, Vincent Brandgart et William Bourdon. William Bourdon qui avait participé à la campagne de François Hollande, pour vous situer un peu le personnage. En fait, ces gens-là nous expliquaient que c'était important de faire revenir les djihadistes parce qu'en fait, ils connaissaient pas bien l'islam, que c'était des gens qui étaient déséquilibrés, qu'ils allaient se réinsérer en France, etc., etc. Mois après mois, comme ils ont compris que la population française n'avait pas véritablement envie de retrouver ses ennemis de la France sur notre sol, ils ont modifié leur discours en disant qu'il fallait faire revenir les femmes, que les femmes là-bas étaient des pauvres malheureuses, qu'elles n'avaient rien fait, alors qu'on sait qu'elles ont participé à la police des mœurs sur place, que certaines portaient les armes, contrairement à ce qu'on nous dit. Puis ils ont voulu faire revenir les enfants en expliquant que ils étaient tous, peu importe leur âge, innocents. Bref, on a dit tout ça, on l'a mis dans des articles, et en fait, ces avocats principaux qui allaient sur le plateau télé se sont tués à ce moment-là. Et on peut le dire, c'est pas grâce à Damoclès, loin de là, mais grâce à la mobilisation de tous les Français, notamment sur Internet, eh bien, nous avons gagné la bataille de l'opinion face au retour des djihadistes. Le discours gouvernemental, en 5-6 mois, a été complètement modifié, et maintenant, à part dans certaines intermittences où quelqu'un va soumettre l'idée, on n'a plus ce discours moralisant de retour des djihadistes, parce qu'on sait très bien ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les laisser là-bas. Cela dit, le nouveau ministre de l'Intérieur a fait partie de ces personnes-là. Une question un peu difficile, Samuel Lafont. Là, vous parlez de désigner des personnes, mais n'est-ce pas, là, nous parlons de censure, n'est-ce pas, d'une certaine manière, exercer une censure sur ces personnes-là? Alors, je pense qu'il faut le faire avec intelligence, comme disait Claude Cholet tout à l'heure, c'est-à-dire parler des faits. Il suffit de parler des faits. On fait souvent des visuels, par exemple, chez Damoclès, où on prend une situation. Une citation. C'est-à-dire, au lieu de faire des visuels positifs, dans le sens où on pousserait un discours de quelqu'un qu'on soutient ou dont on pense qu'il intervient justement, on fait des visuels négatifs, c'est-à-dire dans lesquels on met blanc sur noir, pour le coup, sur nos visuels, le discours d'une personne qui nous explique, par exemple, je parlais de Clément Viktorovitch, que la pression migratoire diminue en Europe, ou que les migrants, comme disait Emmanuel Macron, sont une chance culturelle et économique pour la France, enfin, ce genre de choses. Donc, quand on montre ce que disent les personnes en face, ça vous donne des billes pour pas vous sentir, on en parlait un peu tout à l'heure, accusé soi-même. C'est-à-dire, en fait, ces personnes-là ont toujours l'habitude de vous pointer du doigt, de vous désigner, de dire que vous êtes un menteur, que vous êtes un raciste, que vous êtes un facho, enfin bref, vous connaissez tous les adjectifs. Et en fait, quand vous montrez la réalité, dans des articles, ça permet à chacun de reprendre ces vérités et de leur remettre sur la table systématiquement. Concrètement, quelle est la légitimité? Alors vous allez dire que je suis obsédé par lui, mais c'est parce qu'on en parle récemment. Quelle est la légitimité d'un Clément Viktorovitch pour nous parler de l'immigration, de l'insécurité et de l'islam, alors qu'il se trompe sur tous les sujets à chaque fois? Eh bien ça, il faut le rappeler systématiquement. Rappeler systématiquement les choses. Romain Espino, donc vous avez évoqué la censure et les fermetures de comptes qui a ciblé les militants de Génération Identitaire. Donc clairement, c'est un coup pour vous, pour une organisation militante qui justement se basait sur ce rapport quasiment direct sur les réseaux sociaux entre militants et entre l'opinion. Avez-vous les moyens aujourd'hui de vous faufiler pour justement trouver ces failles, avec ces moyens qui vous manquent désormais? Oui, alors il faut être honnête. Effectivement, la censure, c'est un coup dur. Pour nous, activistes,
On s'adresse à la jeunesse. Les réseaux sociaux, on le sait, c'est le premier moyen de les capter pour recruter notamment. On se finance par la levée de fonds, par des dons en ligne. Si nos moyens de paiement sautent, eh ben, là aussi, c'est encore un coup dur. Mais il y a différentes choses qui nous permettent de répondre à tout ça. On a parlé tout à l'heure, Claude Cholet disait efficacité. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans chacune de nos actions. Effectivement, les médias préféreraient nous ignorer. Et bien nous, on va les obliger à parler de nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je prends l'exemple qui est le nôtre avec l'émission Defend Europe, par exemple, dans les Alpes, où vous allez prendre un sujet de société préoccupant, c'était là le cas des clandestins qui passaient au niveau du col de l'Échelle. Vous allez regarder un petit peu ce qu'il est possible de faire et vous questionner comment attirer l'attention de façon efficace, toujours en restant voilà, plus ou moins dans les règles de la loi, ne pas être condamné, et en même temps de faire en sorte que les médias se positionnent, parce que effectivement les médias c'est du business, ils ont besoin de vendre de l'info, et si vous leur donnez quelque chose d'intéressant, eh bien vous pouvez les contraindre à parler de vous. Donc ça c'est la première chose. Dans l'engagement militant, il faut être à chaque fois irréprochable. Il faut travailler le fond, il faut travailler la forme, et on peut comme ça contraindre les médias à parler de nous. C'est ce qu'on a fait notamment dans les Alpes. Ensuite, il y a des solutions un peu plus concrètes, techniques. Par exemple, nous, on s'est beaucoup recentré sur notre site internet, tout simplement, qui est quelque chose d'assez classique. On avait des réseaux sociaux assez forts, c'était 120 000 likes sur Facebook, des dizaines et des dizaines de comptes Twitter de militants. Et on avait à côté un site internet qui servait de vitrine, tout simplement. Et ce qu'on a décidé, c'est d'améliorer ce site internet, on pense à développer un fil d'actualité sur ce site internet. Le but, c'est simple, c'est de limiter tous les intermédiaires censeurs qu'on pourra avoir entre nous et le public. Et je pense que c'est la première chose à faire. Reconcentrons-nous sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ça, c'est de pouvoir parler directement aux gens, d'éliminer ces censeurs. En réalité, on n'a pas besoin de... On étudie notamment, alors on a un magazine qui est un magazine tourné sur notre activité, pour informer de notre activité. Eh ben, on étudie le moyen de le diffuser. Alors, en ligne, il y a des kiosques numériques, mais pourquoi pas dans les kiosques physiques aussi, là où on sait qu'il y aura peut-être moins d'intermédiaires censeurs. Et puis, après, il y a un troisième volet qui est, les nouvelles technologies. Parce que Facebook, effectivement, ça fait partie de ces nouvelles technologies, on en parle beaucoup, mais on peut aussi se réjouir, c'est que Facebook, si on regarde les statistiques sur les jeunes générations, de moins en moins de jeunes vont sur Facebook, voire sur les dernières générations, très peu utilisent la plateforme qu'est Facebook. Donc pour nous, activistes, mouvement jeunes, eh bien on va pouvoir passer sur de nouveaux canaux et donc aller parler à cette jeunesse. Alors lesquels? Quels nouveaux canaux? Il y a différents canaux. On a fait un peu de Snapchat par exemple. Ça c'est les trucs un peu plus... voilà, c'est quand même assez connu. Mais il y en aura d'autres demain. Des choses un peu moins connues. Qui vont émerger, c'est certain. Et après, il y a des nouvelles technologies, une nouvelle façon de gérer la donnée, la blockchain pour ceux à qui ça parle, ce genre de choses, qui vont sûrement amener un nouveau moyen de communication. Et donc, il faut surtout pas se résigner maintenant, parce que demain, il y aura de nouveaux terrains à conquérir, et il y aura de nouveaux champs de bataille à investir. Charles Lemeyer, est-ce que les volontaires de SOS Chrétien d'Orient sont sur Snapchat pour rapporter leurs aventures au Levant? Oui, ça m'a déstabilisé la première fois, mais oui, ils ont monté leur compte. En fait, pour donner une analyse plus globale, parce que je ne suis pas sûr que Snapchat parle à l'ensemble de nos auditeurs, l'idée c'est de produire soi-même son information. Et ça c'est capital parce que pour des militants, et même pour votre quotidien, pour les idées qui vous sont chères, c'est devenu de plus en plus facile. On le disait, à l'époque, il fallait des rotatives pour faire tourner son journal, le mettre en œuvre. SOS Chrétien d'Orient, par exemple, on a développé un modèle de communication qui permettait à un donateur, en 24 heures, de se rendre compte de ce à quoi servait son don. En produisant un certain nombre de vidéos, de photographies, de témoignages, d'extraits audio. On a été beaucoup soutenu à l'époque par TV Liberté et Radio Courtoisie, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que nous faisons. Et ça, c'est possible pour tout. Si vous animez le cercle de lecture d'un auteur inconnu en Bas-Poitou, vous pouvez très facilement mettre vos conférences sur Internet, les enregistrer de manière audio et devenir vous-même
votre propre vecteur de communication. Et ça change tout. Ça change tout parce que, comme disait Romain, ça permet de réduire les intermédiaires et donc ça fonctionne extrêmement bien. Je crois que la jeunesse qui est en train d'arriver à l'âge électoral va être déstabilisante pour beaucoup de puissants. Les intentions de vote aux élections européennes sur la fraction 18-25 ans sont effarantes pour les gros partis politiques, par exemple. Donc c'est une reconsidération totale de la manière dont le pouvoir s'organise et dont le consentement s'organise. Il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte parce que ce sont eux qui sont en train de subir le plus directement les effets des politiques qui ont été menées depuis 30 ou 40 ans. Il faudra les écouter évidemment sur la manière dont ils veulent diffuser leur message et sur la réalité du quotidien qu'ils vivent entre la déperdition morale et l'effacement, le grand effacement identitaire dont Jean-Yves Le Gallou parle dans son dernier ouvrage. Donc Charles Meyer, vous dites produire l'information, mais produire l'info, ça coûte cher quand même. On oublie, j'ai l'impression, le nerf de la guerre. Allez, disons, Samuel Lafont, vous avez des solutions sur ce nerf de la guerre? Juste pour parler des dons, tout à l'heure on disait qu'on pouvait se faire striker, comme on dit aujourd'hui en bon français, c'est-à-dire virer des solutions de paiement en ligne comme Stripe ou PayPal. Il y a quelque chose qui fonctionnera toujours, donc c'est une chance pour nous, c'est d'envoyer des chèques. N'hésitez pas à envoyer, c'est tout bête, mais vous envoyez des chèques aux associations, comme on a tous droit à avoir un compte en banque, et bien d'une manière ou d'une autre, le chèque on pourra toujours l'encaisser quelque part. Donc gardez ça à l'esprit, c'est très facile pour nous qui sommes beaucoup sur internet, c'est beaucoup plus simple d'avoir directement des virements dans nos organisations. Pour Damoclès, on a beaucoup de virements via Stripe par exemple, mais on peut toujours nous envoyer des chèques, vous pouvez envoyer à toutes les organisations que vous voulez, des chèques par la poste normalement. Et donc ça permet de maintenir la mobilisation parce qu'effectivement l'argent c'est le nerf de la guerre et voilà, on parlait de militantisme au quotidien. On a des besoins aussi, il y a des prestataires, il y a des besoins, et donc pour continuer à exister, évidemment, on a besoin de dons. Pour continuer à exister, on a besoin de dons. Non, Romain voulait ajouter quelque chose. Non, effectivement, nous, Génération Identitaire, avons été victimes, donc nous, on a plus Stripe, on a plus cette chance. Peut dire son mot Mais sur du le nerf coup, de la guerre. vous pouvez également nous envoyer des chèques, c'est avec grand plaisir. Et allez visiter notre site internet. Je t'en prie, puis, Claude aussi a réclamé la parole. Mais vas-y, allez-y Charles. Oui, juste, c'est pas pour faire un appel au peuple, c'est simplement pour vous faire mesurer la disproportion des forces. Est-ce que vous connaissez le budget annuel de la fondation de George Soros, Open Society? 1 milliard de dollars par an. 1 milliard de dollars en 2018. Bon, alors, maintenant, dans la stratégie du faible au fort, bon, c'est pas toujours le plus gros et le plus riche qui gagne. Donc il faut nous battre avec nos propres moyens, mais bon, les propres moyens, ça nécessite un peu de sous quand même. Je crois qu'il va falloir conclure parce que sur le nerf de la guerre et sur le besoin de sous, c'est toujours la meilleure façon de conclure. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, messieurs, mesdames. Merci à tous les intervenants et à bientôt, à l'année prochaine.